À vous, Cognac G. Alors, on est en direct quelque part, puisqu'on est sur YouTube, je crois, avec le plus beau, l'hôte de cet événement, qui va quand même se présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas, Lionel Kaufmann. Bonjour Lionel, alors est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Et on nous l'a bien dit, en regardant par là, je ne te regarde pas. Bonjour Régis, je suis Lionel Kaufmann, je suis professeur formateur à la Haute École Pédagogique, qui est une forme d'ESP par rapport à la France. Oh, bref et efficace. C'est ça. Alors, tu es l'autre c'est moi, tu es l'hôte de ce Ludoviatch, comme Régis aime à l'appeler. Tu as aussi ouvert un cycle de conférences ce matin autour de l'enseignement de l'histoire et de l'intégration des solutions numériques dans l'histoire, avec une présentation en 3 temps qui a commencé, si mes souvenirs sont bons, autour d'une typologie des usages de ces solutions numériques et de ces jeux sérieux en histoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît, Lionel? Oui, j'ai pris des éléments qui sont de l'ordre dans l'utilisation du jeu vidéo qui peut ressembler à un cours magistral dans lesquels l'enseignant fait des parcours, des visites dans les lieux dits historiques. Un regard un peu plus critique d'utilisation du jeu vidéo en le mettant en relation avec d'autres médias et sources et documents, comme certains l'ont fait suite à Assassin's Creed Unity avec le personnage de Robespierre et la polémique qui était née par Jean-Luc Mélenchon et Alex Corbière. Ce qui sont des situations dans lesquelles en fait, les élèves ne jouent jamais aux jeux vidéo. On s'appuie sur la motivation que donnerait le jeu vidéo pour le faire. Et puis après, des dispositifs qui tiennent compte aussi des contraintes de l'enseignement avec des périodes chez nous de 45 minutes en histoire, qui effectivement rendent difficile l'utilisation de jeux vidéo et qui passent par soit la création de jeux sérieux ou l'utilisation de jeux sérieux. Je parle de création parce que dans certains cas, ce sont les enseignants qui qui programment ou qui utilisent un PowerPoint pour faire des parcours ludiques. Et puis après aussi la question d'un autre type d'utilisation des mécanismes du jeu et des jeux vidéo en particulier avec ce qu'on appelle la ludification ou la gamification. Et enfin le dernier élément qui consiste à utiliser des outils comme Minecraft pour que ce soit les élèves eux-mêmes qui créent des univers historiques à l'aide d'outils de type jeu vidéo. Alors l'objectif de l'intégration de ces jeux vidéo dans l'enseignement de l'histoire, de cette ludicisation, c'est quand même d'espérer à un moment que les élèves puissent apprendre mieux, différemment, mais mieux quand même, avec ces jeux vidéo. Qu'en dit la recherche? Est-ce que tu as des éléments à partager avec nous, Lionel? Oui, alors j'ai fait pas une recherche exhaustive, ce serait certainement prétentieux de ma part. Mais si on prend le premier cas de figure où dans le fond le jeu vidéo quelque part remplace un enseignement dit magistral ou le discours du professeur, les éléments de la recherche générale disent que ne sont pas très performants par rapport à ce type d'enseignement. Et puis j'ai pris 2 exemples, qui est un du Canada avec l'utilisation d'Assassin's Creed Origins, le Discovery Tour, fait par Marc-André Etchier avec des classes témoins, certains qui jouent aux jeux vidéo, l'autre qui a un cours magistral traditionnel où les résultats ne sont pas significatifs. Et puis un travail d'étudiants de la HEP qui ont créé un jeu vidéo sur la terreur et qui au niveau des connaissances, ce n'est pas l'élément le plus satisfaisant de leur part. Est-ce qu'on n'en revient pas, oui, il faut parler par là, pardon. Est-ce qu'on n'en revient pas toujours à cette idée, c'est l'effet maître, quoi. C'est le pédagogue, c'est comment il construit sa séance, quel que soit l'outil, que ce soit peut-être très frontal ou avec le jeu vidéo. C'est là que se fait la différence sur l'humain, sur l'enseignant, sur les formateurs aussi sans doute peut-être. Moi je pense que ça se situe plutôt à l'activité qui est proposée aux élèves, c'est-à-dire que ce soit le cours magistral ou le jeu vidéo, il ne suffit pas de donner un cours pour que, quelque part, le savoir se transmette dans la tête des élèves. Donc par rapport à ça, il faut une implication des élèves qu'ils n'ont pas, dans les 2 situations où ils restent relativement passifs par rapport à la situation, voire même où ils sentent que le contrat didactique il est quelque peu piégeux, parce qu'on va leur faire croire qu'ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo et dans leur univers à eux, puis en fait c'est une forme de prétexte à une situation d'enseignement habituelle. Parce que où la recherche donne quelques indications d'intérêt par rapport aux jeux vidéo, c'est par rapport à ce qu'on appelle le développement de l'esprit critique ou de la résolution de problèmes ou de la mise en situation par rapport à ces éléments-là.
La ludification semble avoir plus d'intérêt dans le fond que le jeu vidéo. Ou bien il faut mettre en place des séquences avec le jeu vidéo où l'élève, dans le fond, qui agit dans le jeu vidéo en individu d'aujourd'hui, se retrouve en contradiction, en disruption avec une mise en situation de type historique. Un exemple dans ce qui a été fait par des étudiants de master, c'est dans le jeu sur la terreur, dans le fond, pour sauver sa peau, l'élève comprend assez vite qu'il doit approuver les propositions de décision qui sont soumises à l'Assemblée nationale. Ça, il comprend par rapport aux mécaniques du jeu, et ceci permet de mettre en relation, au fond, avec une partie des représentants de cette Assemblée nationale qui ont à balancer entre leurs convictions et peut-être le besoin de sauver leur tête ou de sauver leur peau. Et à partir de là, il y a une interrogation possible, il y a une enquête possible, il y a une réflexion possible de la part des élèves qui ont éprouvé par leur choix dans le jeu, en fait, quels pouvaient être des sentiments des gens qui ont vécu en 1789 et au-delà. C'est ce que tu appelais l'empathie historique, je crois. Alors, ouais, ça peut être une forme d'empathie historique, mais souvent, c'est associé à ce que montre la recherche, c'est-à-dire que le joueur d'aujourd'hui ne peut pas être de lui-même parce qu'il est plongé dans l'univers de la terreur comme un acteur de la Révolution française ou un acteur du Moyen-Âge. Il agit toujours en tant qu'acteur d'ici et de maintenant. Et il y a le risque, effectivement, de s'illusionner qu'en pratiquant son jeu de joueur, en fait, il est un acteur du médiéval ou de l'époque de la terreur. Donc il faut qu'il y ait une distanciation qui s'opère, une disruption, un conflit cognitif, on pourrait dire. On est de l'ordre de Piaget ou Vygotsky par rapport à ces éléments-là pour qu'il y ait une réflexion. Et puis surtout, ce qu'il y a, j'ai pas forcément assez insisté ce matin, c'est qu'entre les séquences de jeux vidéo, ces phases-là, il faut qu'il y ait des phases d'institutionnalisation qui soient organisées par l'enseignant, de débats, de discussions par rapport à ce qui s'est passé durant le jeu, pour le mettre en relation avec la propre expérience des élèves, avec l'expérience qu'ont connue les acteurs de telle ou telle période historique. Bien entendu, c'est ce qui revient dans les différents témoignages qu'on a des collègues praticiens. C'est comment est-ce qu'on va intégrer ces solutions numériques, comment est-ce qu'on va intégrer ces jeux vidéo dans une séquence pédagogique plus large avec des retours réflexifs qui sont scénarisés par les enseignants. On fait un pas de côté par rapport à ton intervention et si tu veux bien, on revient sur le côté accueil et mise en œuvre de cette manifestation. Alors je sais qu'il est certainement beaucoup trop tôt pour le dire, mais tes premières impressions sur ce premier jour du second épisode, j'ai envie de dire, de la série Ludovia CH. Oui, on avait un peu un double challenge, c'est que l'année passée, il y avait les directions d'établissement pour lesquelles le mercredi matin était une journée officielle, ce qui fait qu'on a 300 participants qui ont débarqué que pour le mercredi. Et puis le deuxième challenge, c'est que ça a lieu pendant la semaine des vacances scolaires, ce qui n'est pas une pratique habituelle par rapport aux enseignants de Suisse romande. Et on se rend compte que si on enlève le facteur des 300 personnes un peu qui perturbaient les chiffres de l'année passée, on est dans une fréquentation qui est au minimum identique, voire au-dessus de l'année passée. Et puis la grande réjouissance, c'est que aussi avec les événements de ce matin, avec l'histoire et l'enseignement du numérique, il y a aussi un événement sur l'enseignement de la musique avec le numérique. On a attiré aussi un nouveau public, un public supplémentaire qui densifie la journée du mardi. Ce qui fait que la journée du mardi, qui était un peu le parent pauvre l'année passée, et un très grand nombre de participants, et les ateliers qui ont lieu derrière moi, les Fabcom, sont pleins. L'autre chose aussi que je dirais, c'est que les Fabcom, c'est toujours un peu un défi des ateliers dans lesquels les personnes doivent mettre la main à la pâte. Et là, c'est blindé cet après-midi, donc je suis très satisfait. Les échos aussi des gens dans les pauses, etc., montrent que le même état d'esprit que l'année passée s'est installé dès ce matin. Et puis le cadre est prestigieux quand même. Là, on est dans un magnifique cadre. J'ai entendu dire que Monsieur Pestalozzi a enseigné, a réfléchi ici, dans des salles pas très loin aussi. Donc ça s'ancre vraiment dans quelque chose d'une perspective historique aussi, quelque part, de l'éducation. Tout à fait, oui. Il faut savoir que Pestalozzi avait dû partir de Stans à un moment donné. Il a été un peu chassé de son lieu d'origine. Et il est venu à Yverdon. Il y a d'ailleurs une association sur Pestalozzi. Il y a tout un mouvement en lien avec Pestalozzi qui s'est installé à Yverdon-les-Bains. Oui.
Il ne nous reste plus qu'à te remercier Lionel, te remercier pour de multiples raisons, mais notamment de nous avoir accordé un peu de ton temps précieux pour cette interview et puis pour l'organisation et l'accueil sur cette magnifique manifestation version printanière et helvète de Ludovia. Oui, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté de remplacer l'irremplaçable qui est Christophe Battier. Et je pense que vous êtes en train... Salut. Et Christophe, fais attention, ils sont en train de relever le défi avec brio. Et sans chemise à fleurs. C'est pas conseillé à Yverdon à cette période de l'année. Merci.